Le débat africain, Namouri Dosso. Véritable passion sur le continent, le football fait vibrer des millions de supporters. Des compétitions locales en passant par la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde, l'enthousiasme que ce sport suscite auprès des supporters africains est sans commune mesure. Mais derrière le spectacle, une question reste en suspens. Qui dirige réellement le football africain ? La CAF, la Confédération africaine de football, l'instance suprême sur le continent, est-elle véritablement autonome ou sous influence de la FIFA, la Fédération internationale de football ? Depuis des décennies, la FIFA joue un rôle majeur dans le développement du football en Afrique grâce au soutien financier et structurel qu'elle apporte aux fédérations nationales qui malheureusement manquent de soutien et de moyens. Mais cette aide a-t-elle un prix ? Oui, vous diront certaines voix qui estiment que les décisions clés de la CAF semblent directement influencer, voire dicté par la FIFA. Ce partenariat est-il nécessaire, voire vital pour le foot africain ? Participe-t-il au développement de ce sport ou est-il une entrave ? La CAF est-elle sous la coupe de la FIFA ? C'est la question que nous posons dans le débat africain. Soyez les bienvenus. Et afin de nous éclairer dans ce débat sans filtre sur les coulisses du football africain et les enjeux liés à son autonomie, nous sommes en compagnie de 4 invités en ligne d'Atlanta aux États-Unis. Constant Omari, ancien président par intérim de la Confédération africaine de football. Dans un souci de transparence avec nos auditeurs, précisons que vous avez été suspendu 1 an par la FIFA en 2021. La FIFA vous accusait d'avoir reçu des avantages dans le cadre de négociations liées à la commercialisation des droits TV de compétition de la CAF. Voilà qui est dit. De Dakar, Aliou Goloko, journaliste sportif sénégalais et consultant pour la Confédération africaine de football. En studio à mes côtés, Karim Baldé, journaliste sportif et fin connaisseur du ballon rond africain, autre spécialiste du foot africain et de la lutte sénégalaise, détail important. Diassé Samb, vous êtes journaliste et reporter au service des sports et de la rédaction numérique de RFI, également auteur de Diambar, une école de la vie avec Ali Silemanli aux éditions Saraba. Bonjour à tous les 4 et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Je propose que l'Assemblée générale confirme par acclamation l'élection du Dr Patrice Motsepe en tant que président de la CAF. Donc, Dr Patrice Motsepe est dûment et officiellement réélu président de la CAF pour un nouveau mandat de 4 ans, soit 2025-2029. Félicitations, Monsieur le Président, et nous vous invitons, sous les applaudissements de l'Assemblée, à venir rejoindre votre siège au Présidium et à vous adresser à l'Assemblée. C'était au début du mois de mars, lors de la réélection de Patrice Motsepe au poste de président de la Confédération africaine de football. Entrons tout de suite dans le vif du débat. Influence, ingérence, mainmise, de nombreux qualificatifs sont employés pour définir la relation entre la CAF et la FIFA. Rapide tour de table et en quelques mots, messieurs, comment est-ce que vous qualifiez les rapports entre la CAF et la FIFA ? Et surtout, expliquez-nous pourquoi. On va commencer par vous, Constant Omari. Écoutez, je confirme effectivement qu'il y a une mainmise de la FIFA sur la CAF qui atteint des proportions exponentielles, qui commence à insupporter la plupart des Africains qui estiment qu'ils doivent être indépendants dans leurs décisions, ainsi de suite. Alors voilà pour votre point de vue, Constant Omari. Je donne la parole à Karim Baldé en studio. Les relations, et Constant Omari l'a bien dit, sont trop proches aujourd'hui, je trouve, entre la CAF et la FIFA, et on parle d'autonomie dans la prise de décision. C'est bien là le problème, quand on apprend que certaines personnes liées à la FIFA sont liées très directement aux décisions, notamment en matière financière par exemple, ça pose problème. Et moi je prendrais juste un cas, c'est le calendrier, avec justement le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations qui dépend pas seulement de la volonté de la CAF, mais de la volonté de la FIFA. Aliou Goloko à Dakar, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Écoutez, moi j'ai pas forcément la même lecture parce que pour la bonne et simple raison qu'à mon humble avis, la CAF fait partie intégrante de la FIFA, donc il est de l'ordre normal des choses qu'il y ait une interactivité, pour ne pas dire une proximité entre les deux institutions.
Ndiassé Samb. Je rejoins un peu Aliou Goloko quand il dit que la CAF est une partie intégrante de la FIFA, sauf que la subordination est un peu trop à l'extrême et que aujourd'hui on n'est plus dans une relation d'égal à égal. Il y a trop une mémise De la FIFA sur la CAF. de la FIFA sur la CAF qui est maintenant visible, alors qu'en d'autres temps c'était même plus ou moins caché. Alors, justement, Ndiassé Samb, vous êtes l'auteur d'un article sur le site de RFI intitulé « Comment la FIFA a pris le contrôle de la Confédération africaine de football ». Vous avez recueilli les témoignages d'anciens salariés de la CAF. Que vous ont-ils dit ? J'ai reçu beaucoup de témoignages sur la mainmise. La mainmise, elle vient d'abord en premier lieu sur la désignation du président de la CAF, qui est quand même le personnage central du football africain qui dirige tout. Et quand on se rend compte que ce personnage-là, que cette personne a été élue par acclamation, même pas par vote, parce que la FIFA a tout organisé derrière, déjà, il y a un contrôle qui est total. C'est comme si la FIFA mettait son nom à lui, à la CAF. Et tous les autres personnes africaines qui avaient cette ambition-là de diriger la CAF avec peut-être d'autres priorités, d'autres ambitions, ont été plus ou moins écartées. Alors, Aliou Goloko à Dakar, vous venez d'entendre Ndiassé Samb. Lorsque vous entendez ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que ça suscite en vous ? C'est l'avis ou plutôt le travail fait par Ndiassé Samb. Moi, j'ai peut-être une autre vision de la chose. Justement, donnez-la nous. Quelle est votre vision à ce sujet ? J'y arrive parce que pour moi, à mon humble avis, la FIFA, à ce que je sache, n'a pas mis un pistolet à la tempe des présidents de fédérations africaines pour qu'ils prennent des décisions ou qu'ils aillent dans leur sens. Et encore que moi, je ne vois pas ce que la FIFA fait de particulier pour ses associations membres, puisque tout ce qu'elle leur donne, c'est un dû. C'est quelque chose qui est égal aux 208 membres, associations membres de la FIFA. Donc, le problème se trouve peut-être au niveau des présidents de fédérations, des associations africaines, qui, eux, acceptent peut-être cette même mise. Aliou Goloko, si je comprends bien ce que vous nous dites, la CAF ne serait pas sous pression, sous influence de la FIFA. En tout cas, c'est pas moi la lecture que j'ai. Maintenant, effectivement, comme il a dit, on a eu l'épisode de l'élection du président Motsepe où la FIFA effectivement a mis les pieds dans. Alors, on va revenir sur cette élection, mais juste avant, vos propos ont fait réagir Karim Baldé en studio. Karim Baldé. J'entends ce que dit Aliou Goloko, mais dans ce cas-là, au-delà du côté politique, parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le développement du football africain et des compétitions. Quand on prend la Coupe du Monde des clubs, par exemple, qui aura lieu l'été prochain aux États-Unis, donc compétition voulue et imaginée par Gianni Infantino, le président de la FIFA. Lorsqu'il a fixé la date au mois de juin et juillet 2025, alors que la CAF voulait organiser la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc dans cette même période-là, qui a reculé ? Est-ce que c'est la FIFA ou est-ce que c'est la CAF ? La réponse, c'est la CAF. Donc on voit bien qu'il n'y a plus aucune autonomie et la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de robustesse, il n'y a pas eu de rébellion à ce moment-là et c'est la CAF qui a dû s'arranger finalement pour mettre cette canne en décembre. Donc la décision est venue d'en haut. Exactement. Enfin, je ne sais pas si c'est obligé le bon terme, mais en tout cas, la CAF a appliqué ça, a pris les conséquences au lieu de se rebeller, de dire bah non, nous on avait mis la canne au Maroc en juin-juillet, donc pourquoi il y a cette Coupe du Monde des clubs ? Quand il n'y a plus de rébellion, c'est que forcément il y a une telle subordination, c'est ce que disait à l'instant, que malheureusement on n'est plus autonome et ça pose problème. Je ne suis pas d'accord avec ce que Karim dit parce que alors si la CAF décide de surseoir à l'organisation de la CAN à cette date-là, parce qu'au profit de la Coupe du Monde des clubs, c'est peut-être parce qu'il y a également 4 grands clubs africains qui vont jouer cette compétition et qui, du point de vue de retombées financières, pourront bénéficier d'une manne financière qui va être injectée dans le football africain. Alors justement, messieurs, c'est un point très important. Vous avez évoqué les finances. Selon certaines accusations, la Confédération africaine de football serait sous l'influence de la FIFA, un grief qui reposerait notamment sur la dépendance financière à laquelle serait soumise l'instance du foot africain. Constant Oumari, la CAF est-elle réellement dépendante financièrement de la FIFA ? D'abord, je voudrais réagir par rapport à ce que mon ami et bien-aimé Goloko a dit. Pour parler de la mainmise de la FIFA sur la CAF, il ne faut pas se limiter à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tout un schéma. Nous sommes en 2021. En 2021, effectivement, Gianni est en train de mener la campagne pour Motsepe en Afrique. Je suis chez moi à Kinshasa, j'arrive avec Gianni. On est reçu par le chef de l'État. Gianni s'arrange pour que 5 minutes après qu'on demande nous tous de sortir. Non seulement qu'il casse du sucre sur moi, mais il pose le problème de Motsepe parce que, avant cela, à Yaoundé, dans sa suite à l'hôtel Hilton, il m'avait posé la question, je sais que je pensais de Motsepe comme président de la CAF. Je lui ai donné mes arguments qui étaient négatifs, je n'étais pas d'accord. Et donc, aussitôt qu'il a terminé l'audience avec le chef d'État, on m'apprenait que Motsepe venait d'atterrir aussi pour faire ça. Donc, il ne faut pas me dire que c'est une opinion. Non, la vérité est là. Moi, Motsepe, à l'époque, était venu me voir à la CAF.
quand il était candidat pour me demander de l'accompagner au Rwanda à la demande de Gianni. J'ai refusé et c'était cela. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la FIFA ne donne pas de primes spéciales à la CAF. Ce que la CAF reçoit, toutes les confédérations africaines reçoivent la même chose. Mais ils veulent faire croire aux gens que ce sont des libéralités. Je vous dis bien, en 2015, avec Gianni, lors des travaux de la réforme de la FIFA, Gianni nous a dit ceci. La première des choses, c'était qu'il fallait couper les moyens d'action du président de la FIFA qui agissait avec des aides pour influer sur le cours des événements dans les associations nationales. Et c'était principalement ça. Et curieusement, lui-même arrive aujourd'hui, pour le même montant qu'on donne partout, il fait croire aux Africains que ce sont des libertés, c'est une volonté de sa part d'aider l'Afrique. Et c'est ça le véritable problème. Constant-Henri, le temps file et on a énormément de questions à ce sujet. Pouvez-vous nous dire, en tant qu'ancien dirigeant de la CAF, si la CAF est réellement dépendante financièrement de la FIFA? La CAF reçoit les mêmes montants dans le cadre des aides. On parle d'une enveloppe de 12 millions d'euros qui est distribuée à toutes les confédérations. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Oui, la CAF, au même titre que toutes les autres fédérations. Est-ce que la CAF est réellement dépendante financièrement de la FIFA? En quelques mots, s'il vous plaît. La CAF n'est pas dépendante financièrement de la FIFA parce qu'elle perçoit au même titre que les autres confédérations l'aide de la FIFA. Alors, je vous pose cette question car selon les chiffres présents dans le dernier rapport bilan financier de la CAF, consultable sur le site internet de la CAF, pour l'année 2024-2025, la CAF prévoit un budget avec un revenu de 149 millions de dollars et des dépenses de 138 millions de dollars. Dans le cadre du programme FIFA Forward, la CAF, elle, recevra 12 millions de dollars de la part de la FIFA. Ndiassé Samb, dans ce cas, peut-on réellement parler de dépendance financière de la CAF vis-à-vis de la FIFA? Non, il n'y a pas une dépendance financière parce que la CAF essaye aussi de prendre justement son indépendance financièrement à travers l'organisation des compétitions. On a vu que l'arrivée de Motsepe, et ça c'est un point positif par rapport à sa présidence, a permis quand même une manne qui est arrivée pour vraiment renflouer les caisses de la CAF et du football africain. La CAF n'est pas dépendante financièrement, mais ce qu'on peut pointer, c'est qu'il y a des pays qui sont quand même dépendants de la manne financière de la CAF. Par exemple? C'est surtout les petites fédérations, parce que si vous donnez le même montant à toutes les fédérations, je donne juste un exemple, si le Maroc reçoit 10 millions d'euros et que le Libéria reçoit 10 millions d'euros, c'est pas la même perception. Le Maroc n'a peut-être pas besoin de ces 10 millions d'euros, alors que c'est vital pour un pays comme le Libéria ou d'autres petits pays. Donc c'est à travers ça qu'il y a une petite influence qui ne se voit pas forcément, et ces petits pays-là vont avoir ce besoin de montrer leur reconnaissance si jamais il y a une élection, par exemple, à la FIFA, parce que là, pour le coup, tout le monde a le même nombre de voix et que la politique de Infantino, qui a été avant la politique de Blatter, c'était aussi d'avoir tous les pays africains à leur boîte. Et comment les avoir à leur boîte? C'est en injectant de l'argent et en ayant le président de la CAF comme allié. Karim Baldé, d'après vous, quels sont les avantages et les inconvénients de l'investissement financier de la FIFA au sein de la Confédération africaine de football? L'avantage, c'est que ça peut aider au développement du football africain. Ça, c'est quand même un avantage. Quand il y a de l'argent frais qui arrive, on peut espérer, je dis bien on peut espérer que cet argent soit ensuite redistribué aux confédérations et puis surtout dans les programmes. On parlait du programme FIFA Forward, par exemple. C'est vrai que la FIFA communique beaucoup là-dessus, d'ailleurs, sur le fait que la FIFA veut aider à la création d'infrastructures, que ce soit les terrains d'entraînement, les stades, dont même pour les jeunes, Africains manquent cruellement. Voilà, exactement, parce qu'il manque de terrain, tout simplement, de terrain même de sport, de terrain de jeu, par exemple, pour les enfants, les adolescents et même les adultes d'ailleurs dans certains pays d'Afrique. Donc la FIFA mise sur tout ça en termes de coopération, ça c'est l'image qu'elle veut donner, c'est cette idée de coopération vis-à-vis du continent africain. Mais évidemment, derrière tout ça, et Ndiassé l'a abordé, il y a cette volonté de Gianni Infantino d'investir l'Afrique, d'investir dans le sens où il veut absolument avoir une certaine mainmise pour ensuite avoir les voix. C'est un peu un investissement dans lequel on attend un retour. Exactement, et le retour sur investissement, ce sont les voix. Et les voix aussi, les 54 voix que Gianni Infantino peut acquérir de l'Afrique, c'est aussi, en plus du financement, via par exemple l'attribution de places supplémentaires pour l'Afrique à la Coupe du Monde. Alors justement, ça on va en reparler tout à l'heure, mais avant, Aliou Goloko à Dakar, sans l'argent de la FIFA, est-ce que vous pensez que la CAF pourrait continuer à développer le football africain? Bien sûr, parce que bien avant que la CAF, et c'est là où je suis totalement d'accord avec le président Constant-Henri, bien avant que la FIFA ne mette l'argent, la CAF, elle existait et elle se portait bien. N'oublions pas que... elle se portait bien, c'est relatif. Il y a eu quand même de gros problèmes financiers ces dernières années au sein de la CAF. Je veux dire, jamais la CAF ne s'est abstenue d'organiser une compétition, un tournoi faute de moyens. Sous le président Ayatou, il y avait de l'argent, mais les époques également ne sont pas les mêmes. Même sous le président Ahmad, il a essayé de faire
des choses, il a essayé de mettre des choses en place. Mais ça coïncidait avec la période de Covid, était là, il y avait beaucoup de périodes qui ont rendu les situations beaucoup plus difficiles. Et c'est là où la FIFA a fait preuve de solidarité en agissant, parce qu'elle avait peut-être plus d'argent que la Confédération africaine, mais elle donne le même montant qu'elle donne à la CAF aux autres confédérations, qui est de 12 millions de dollars. Et 12 millions de dollars, à ce que je sache, c'est Epsilon sur l'argent dont la CAF a besoin aujourd'hui pour se développer. Donc cet argument-là, je ne pense pas qu'il y ait cette dépendance financière de la CAF vis-à-vis de la FIFA. Constant Marie. Je voudrais renchérir dans le même ordre d'idées que Goloko. D'abord, l'argent qu'on donne aux associations nationales, c'est leur droit, ce ne sont pas des libéralités. C'est une redistribution de l'argent provenant des droits marketing et de la commercialisation du football, des compétitions. Donc, on ne peut pas considérer cela comme étant une manne parce que c'est un droit. Maintenant, qu'est-ce que ce droit a comme influence? Ça, c'est autre chose. Deuxième élément, la CAF a fonctionné sans les 12 millions. On ne peut pas dire aujourd'hui, quand la CAF se bat, arriver à 140, 150 millions de dollars et qu'on vient de donner les 10%, on pense que ce sont les 10% qui assurent la viabilité de la CAF. C'est archi faux. Mais est-ce que ces 10% pourraient, d'une certaine manière, avoir valeur d'influence sur certaines fédérations? Vous connaissez bien le proverbe, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Au niveau de l'association nationale, leur faire comprendre que c'est un droit, ce n'est pas une libéralité, c'est un droit. À partir de ce moment-là, ils vont s'assumer en termes d'indépendance décisionnelle ou indépendance d'esprit. Par contre, si on veut le maintenir dans cette étape psychologique de second en faisant croire que ce sont des libéralités, et c'est là où je ne suis pas d'accord. Et c'est ça l'erreur de certains des collègues présidents des fédérations, enfin Est-ce à dire que les présidents de fédérations en Afrique devraient mettre un terme au financement de la FIFA, refuser les 12 millions de dollars que la FIFA propose chaque année? C'est un droit, ce n'est pas le Père Noël qui donne de l'argent, c'est leur droit. En tant qu'association nationale, il y a 211 associations nationales qui sont propriétaires de la FIFA. Ce sont des rétributions qu'on donne aux propriétaires de la FIFA, dont les associations nationales. Aliou Goloko à Dakar. Moi, c'est au niveau de la gouvernance que je voudrais intervenir, surtout dans la gestion de ces fonds dits forward qui sont mis à la disposition des associations membres. Il y a quelques présidents de fédérations à un moment donné, dans la gestion de ces fonds-là, se sont payés certaines libertés. Et c'est ce qui a fait qu'aux yeux de la FIFA, ils étaient plus crédibles ou ils étaient peut-être redevables de n'être pas allés en prison pour avoir détourné l'argent du développement du football. Et c'est peut-être là où ces genres de présidents qui peuvent, moyennant la mauvaise gestion de ces fonds-là, faire forcément les yeux doux à la FIFA ou peut-être penser leur être redevable. Mais si vous recevez ce fonds qui est un droit, vous le gérez comme il doit être géré, avec tous les justificatifs qui vont avec dans leur gestion, vous n'êtes pas obligé de suivre à l'œil et au doigt ce que la FIFA vous demanderait de faire. Je reviens donc à mon propos antérieur pour dire encore une fois que la FIFA n'a pas mis un pistolet sur la tempe des présidents de fédération pour leur dire faites ceci ou faites cela. Il faut d'abord bénéficier de sa liberté, mais pour bénéficier de sa liberté, il faut faire les choses qui vous permettront de pouvoir bénéficier de votre liberté et de dire vos désaccords si vous êtes en désaccord ou également d'acquiescer si vous êtes en accord. Réaction de Karim Baldé en studio. Oui, je pourrais poursuivre sur ce que disait Aliou à l'instant. Je suis d'accord avec lui sur la question finalement non pas tant de est-ce que les fédérations doivent accepter cet argent, mais plutôt que font les fédérations de cet argent-là, justement. Et ça, c'est le problème. Moi, je prendrais juste un exemple. En termes de développement du football, il y a beaucoup de problèmes de stades en Afrique, et y compris, on a parlé des jeunes, mais même les stades qui doivent accueillir les matchs éliminatoires. Là, on sort d'une période des éliminatoires de la Coupe du Monde, par exemple, et sur les 54 pays en liste, combien ne peuvent pas accueillir leurs matchs dans leur pays? Ça aussi, c'est un vrai problème. Illustration avec le cas de la Guinée. Par exemple, la Guinée, là, je peux parler de ce que je connais le mieux. La Guinée n'a pas de stade homologué, mais il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer à travers l'Afrique. Et donc, on se dit que comment est-ce possible que la FIFA donne de l'argent à la confédération qui elle-même redistribue aux fédérations et que dans le même temps, les fédérations ou les États en question ne sont pas capables d'avoir des stades, ne serait-ce qu'un seul stade aux normes. Aliou Goloko à Dakar. L'argent que la FIFA leur donne Oui. ne peut pas construire de stade. Ou si ça te construit un stade, c'est un petit stade que ça te construira. Oui. Et donc, il y a également un rôle à jouer par nos États dans la construction de leur politique sportive infrastructurelle qui vont aussi permettre à nos fédérations d'être beaucoup plus viables et d'être beaucoup plus indépendantes. Messieurs, nous allons marquer une courte pause dans ce débat africain consacré aux relations entre la CAF et la FIFA. La Confédération africaine de football est-elle sous ingérence de la FIFA? Restez avec nous. Juste après le journal, nous continuerons de poser des questions au sujet de cette relation. La CAF serait-elle devenue la division africaine de la FIFA? Nous parlerons également du bilan de Patrice Motsepe à la tête de la CAF et des pistes pour une plus grande autonomie du football africain.
le débat africain, Namouri Dosso. Merci d'être avec nous dans la seconde partie du débat africain sur RFI. Ce samedi, votre émission est consacrée aux relations entre la Confédération africaine de football, l'instance suprême du foot sur le continent africain, et la FIFA, la Fédération internationale de football, que certains soupçonnent d'ingérence dans le foot africain. Pour analyser tout cela, nous sommes avec 4 invités. En ligne d'Atlanta aux États-Unis, Constant Omari, ancien président par intérim de la Confédération africaine de football. De Dakar, Aliou Goloko, journaliste sportif sénégalais, également consultant pour la CAF. En studio à mes côtés, Karim Baldé, journaliste sportif et fin connaisseur du ballon rond sur le continent. À ses côtés, Ndiassé Samb, journaliste et reporter au service des sports et de la rédaction numérique de RFI. Il y a un sentiment d'urgence quant à certaines mesures que nous devons prendre pour faire en sorte que le football africain soit compétitif au niveau mondial et qu'il soit également autonome. Je l'ai déjà dit, le succès du football africain dépend de ce qui se passe dans chaque pays. Je dis simplement que nous sommes très confiants dans le fait que le football africain va se développer, qu'il sera compétitif au niveau mondial et qu'il sera autonome, et que nous nous assurerons que sur le terrain, le football en Afrique sera aussi bon que les meilleurs du monde. Les membres élus et ceux qui l'étaient déjà sont là pour travailler pour le football africain. La FIFA est là aussi pour travailler pour le football africain. Une nouvelle page s'écrit, une belle page de football africain et on va tous ensemble propulser ce football au sommet du monde. Patrice Motsepe, le chef de la CAF, la Confédération africaine de football, suivi des propos de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Avant la pause, nous parlions des soupçons d'ingérence de la FIFA au sein de la CAF et des griefs faits à la Confédération africaine de football quant à son indépendance. Je vous propose que l'on s'intéresse aux 2 ou 3 figures qui chapeautent le football en Afrique. Il y a bien sûr le Sud-Africain, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, Gianni Infantino, dirigeant italo-suisse de la FIFA, mais également Véron Mosengo Omba, le secrétaire général de la CAF. J'aimerais que l'on revienne sur les liens qui unissent ces 3 hommes. Commençons par le duo Motsepe-Infantino, dont les relations sont perçues comme très étroites, peut-être trop étroites. Constant Omari aux États-Unis, selon vous, qu'est-ce qui caractérise les rapports entre ces 2 hommes ? Ils sont tous liés à Gianni. C'est ce qui le caractérise, voilà. Les relations entre Gianni et Motsepe, ça a été une relation d'intérêt qui est venue plutôt de Gianni. Parce que, encore une fois, Gianni, son but, c'est d'avoir une CAF qui soit à la disposition de la FIFA. Donc, comment faire ça? C'est avoir une personne qui puisse être avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il est allé chercher Motsepe pour que celui-là fasse de la CAF une entité Est-ce à dire que Patrice Motsepe est l'homme de la FIFA au sein de la CAF? Le véritable homme de la FIFA au sein de la CAF, c'est Véron Mosengo. Lui, pour le coup, c'est un ami véritable de Gianni. Ils se sont rencontrés en Suisse. Véron Motsepe a la nationalité suisse, même s'il a des origines congolaises. Mais il a été formaté, biberonné à la gestion des affaires en Suisse. Donc, quand Gianni a fait élire Motsepe, il a eu besoin de quelqu'un qui soit aussi à côté pour pouvoir gérer de loin aussi la CAF. Donc, Véron était vraiment l'homme idéal pour ça. Karim Baldé, c'est-à-dire que Patrice Motsepe, le président actuel de la CAF, serait uniquement un exécutant des décisions de la FIFA au lieu d'être le premier défenseur des intérêts du football africain. C'est ce que certains pensent. Après, on peut être un peu plus nuancé parce que pour remettre au crédit quand même de Patrice Motsepe, c'est cette vision de business justement autour des droits de retransmission, des partenaires sponsoring. C'est vrai que la CAF a passé un cap en termes de business au cours du premier mandat de Patrice Motsepe. Donc ça, on peut quand même lui donner ça clairement à son crédit. Après, c'est vrai que je rejoins Ndiassé sur le rôle de Véron en fait. C'est lui le rouage et d'ailleurs à tel point que quand il est devenu secrétaire général de la Confédération africaine de football, on a l'impression que c'est un peu l'œil de Moscou finalement, ou l'œil de Zurich si on peut dire ainsi, parce que Zurich c'est là où se trouve le siège de la FIFA. C'est là où toute la question du débat africain d'aujourd'hui se pose. C'est que justement, quand on a un insider à ce point-là de la FIFA au sein de la CAF, quelle est la marge de manœuvre réelle de la CAF et donc de Patrice Motsepe pour toutes les décisions? C'est là où ça pose problème. C'est pas que la FIFA ait un regard
parce que c'est le jeu de la politique finalement, c'est la géopolitique, nous ne sommes pas naïfs, mais c'est qu'il y ait des personnalités comme Véron Mosengo qui soient à ce point ancrées dans la Confédération africaine, vu son amitié de longue date avec Gianni Infantino. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Si la collaboration entre Motsepe et Infantino permet d'attirer plus d'investissements et de structurer le football africain, n'est-ce pas positif pour le continent, Constant Omari? Le président de la CAF, il doit être regardé dans quel sens? Si nous analysons, il vient de passer 4 ans à la tête de la CAF, il n'a pas mis les pieds au siège de la CAF, pas plus de 4 ans. Alors c'est une des critiques qui revient souvent, c'est son absence au Caire, au sein du bâtiment de la CAF. Ça signifie qu'il ne suit pas de près les affaires de la CAF. Une absence. Mais vous êtes sûr qu'il ne suit pas de près les affaires de la CAF? Vous êtes sûr de ça? Je vous dis que dans 4 ans, tu ne peux pas être président de la CAF et dans 4 ans, ne pas passer même 4 fois au siège. Ça signifie que vous laissez la marge de manœuvre au secrétaire général, ce qui justifie ce que Baldé venait de dire tout à l'heure, qui est l'œil de Moscou, effectivement, et qui travaille. C'est ça la réalité. Aliou Goloko à Dakar, est-ce que vous partagez les propos de Constant Omari? Non, pour la bonne et simple raison. Pour moi, il y a eu une nouvelle gestion au sein de la Confédération africaine de football. Elle n'efface pas les progrès qui ont été faits antérieurement et c'est important de le préciser que sous Hayatou, il y avait un minimum garanti de 1 milliard. Quand Ahmad est arrivé, je vous l'ai dit, il a essayé de faire de son mieux, mais il n'a pas eu la chance de tomber sur une période assez florissante comme avant ou maintenant. Mais par contre, et ça, on ne le dit pas assez, et c'est faire injustice à la gouvernance du président Ahmad, si aujourd'hui la CAN est devenue aussi attractive, elle rapporte de l'argent, c'est parce qu'à un moment donné, Ahmad contre tous, avec son comité exécutif à l'époque, a décidé de faire passer la CAN de 16 à 24 équipes. Les gens ne l'avaient pas compris à l'époque, mais aujourd'hui, c'est ça qui nous donne un tournoi aussi viable, un tournoi aussi attractif et qui même aujourd'hui est au-delà de certains standards internationaux. Il faut également le préciser. Donc pour vous, si je comprends bien, Aliou Goloko, la proximité entre Infantino et Motsepe est un avantage pour le football africain. Ben oui, à partir du moment où les deux entités qui sont quasiment pareilles, parce que je le disais au début, la CAF est partie intégrante de la FIFA, peut permettre de faire bouger les lignes, de donner plus de possibilités à l'Afrique, on est preneur. Pourquoi vouloir les diviser si derrière un accompagnement ou un compagnonnage peut profiter au football africain, à ses infrastructures, aux personnes qui l'animent au quotidien. Réaction de Ndia Sessang. Moi, je pense qu'il y a quand même une symbolique qui est là, c'est que tu ne peux pas décider du destin du football africain à Zurich. Je pense que si la CAF veut être autonome, si les Africains veulent être autonomes, prendre leurs décisions pour le bien de leur football, on doit leur laisser ce choix-là. Mais c'est à eux de le prendre. C'est un choix qui leur appartient. Maintenant, est-ce qu'ils l'appliquent? Ça, c'est une autre question. Il n'y a pas de choix à faire. Ils sont propriétaires, destinataires de leur football. C'est eux qui doivent en décider de ce que cela doit être. Encore une fois, on revient sur la question. La FIFA est la patronne de la CAF. D'accord. La CAF peut bien prendre ses décisions, mais avec quelles conséquences? Je veux dire, quand on revient à l'élection de Motsepe en 2021 et qu'il y a 4 candidats qui sont là, qui veulent être président, et qu'on fait tout pour que le candidat de la FIFA passe, donc il y a un problème. Si je prends l'exemple d'Augustin Senghor, qui est président de la Fédération sénégalaise de football, qui voulait aller jusqu'au bout pour se présenter avec un programme, avec des objectifs, mais ça n'allait pas avec la FIFA. La FIFA, en particulier avec Gianni Infantino, est allée jusqu'à solliciter la présidence du Sénégal, Macky Sall, pour influer sur la décision d'Augustin pour qu'il recule. Donc là, quand on me dit qu'il n'y a pas une ingérence, qu'il n'y a pas une influence qui est grande et que quelque part les Africains peuvent dire non, c'est plus compliqué que ça. Alors Ndia Sessang, vous mettez le point sur une critique qui revient souvent en ce qui concerne les relations entre la CAF et la FIFA, c'est les interventions dans la gouvernance et les nominations de la part de la FIFA. Des décisions controversées prises par la FIFA en ce qui concerne la CAF et qui pourraient laisser entendre que le football africain est sous influence ou ingérence. Peut-on vraiment dire, Karim Baldé, que c'est la FIFA qui décide du prochain président de la CAF? Finalement, c'est la méthode FIFA de Gianni Infantino qui s'est appliquée à la CAF. Le fait qu'on essaie d'écarter les Ça candidats, voudrait dire que tous les autres présidents de confédération, leur voix ne compte pas. Oui, du coup, vous avez répondu. S'il y a un seul candidat, il n'y a plus d'élection. C'est ça le problème. Donc au moins, voilà, la réponse est claire. Voilà. Très bien. Comment est-ce possible? Est-ce que ça se déroule comme ça dans les autres fédérations, Constant Omari, vous qui avez été à la direction de la CAF? Je vais poser 2 questions et j'aimerais que mon ami bien-aimé Goloko puisse répondre. A-t-il assisté aux assemblées générales de l'UEFA
de la CONCACAF, du CONMEBOL, de l'AFC ou de l'Océanie? Si oui, a-t-il constaté un activisme assez poussé et militant de la délégation de la FIFA 2 jours, 72 heures, 48 heures et 24 heures avant les élections? Du tout, ça ne se fait jamais. Donc, il y a un activisme débordant de la délégation de la FIFA qui arrive 3 jours avant la date des élections, qui commence les négociations pour convaincre les uns des autres de ne pas le faire. C'est ça qui justifie la confirmation qu'il y a une mainmise de la FIFA sur la CAF. Qu'on ne se leurre pas. Moi, j'ai participé aux élections à l'UEFA. Aucun jour, je n'ai vu la délégation de la FIFA ou Gianni venir influer. Et donc, la FIFA veut maintenir la CAF sous sa coupe, tout simplement parce que c'est que vous n'avez pas dit tous. Le problème part du conflit de Gianni avec l'UEFA. L'UEFA a 55 voix, la CAF en a 54. À partir de ce moment-là, Gianni n'étant pas sûr du soutien massif de l'UEFA, a préféré faire de la CAF sa chasse gardée. Et c'est ça la réalité. Aliou Goloko à Dakar. Encore une fois, je reviens à dire, est-ce que la FIFA, nous, on est obligé d'accepter cet activisme débordant de la FIFA lors de nos activités? Effectivement, le problème se pose, et c'est tout à fait vrai. Pendant les grandes rencontres de la CAF, on voit les gens, le personnel de la FIFA, notamment la direction Afrique de la FIFA, omniprésente dans des couloirs, dans des discussions et tout. Mais justement, est-ce que c'est pas ça le problème, Aliou Goloko? Mais le problème, c'est parce que nos dirigeants l'acceptent. Qu'est-ce qui les empêche de dire non? On est dans une situation où on doit décider par nous-mêmes, on se parlera, mais plus tard. Laissez-nous, entre frères africains, de prendre la décision qui est la meilleure pour nous. Au final, c'est un peu la gouvernance mondiale vis-à-vis de l'Afrique qui est comme ça. Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, Aliou Goloko, c'est aux dirigeants du football africain de reprendre la main. Mais ils sont les seuls responsables. Karim Baldé. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Aliou, mais du coup, si on veut aller un peu plus loin, qui pourrait être l'homme ou la femme qui décide de lancer une révolution contre Gianni Infantino? C'est ça la vraie question. Parce que moi, je suis d'accord avec ce que dit Aliou Goloko, et c'est vrai que c'est pas très normal, etc. Et il n'y a pas de candidat à cette révolution selon vous actuellement? Bah, c'est compliqué parce que pour être candidat à la révolution, encore faut-il être à peu près sûr qu'il y ait un minimum de troupes ou un minimum de présidents de fédération derrière soi déjà, et qu'il puisse avoir les moyens de contrecarrer les plans de Gianni plus Patrick Motsepe si on généralise un petit peu. Donc, moi, j'entends ce qu'Aliou Goloko dit. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable de le faire actuellement? Non, parce que toutes les personnes, on en parle des élections, que ce soit Fouzi Lekja, le président de la fédération marocaine, Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise, et les autres, ils ont tous intérêt d'une manière ou d'une autre à rester dans le rang. On leur a fait comprendre en tout cas qu'il valait mieux rester dans le rang plutôt que commencer à faire dissidence. Namouri Dosso. Patrice Motsepe a été réélu par acclamation à la tête de la CAF lors de la 14e Assemblée Générale Extraordinaire. Il n'y avait pas vraiment de suspense dans la mesure où Patrice Motsepe était le seul candidat à sa succession. Lors de sa première élection, c'était en 2021, Patrice Motsepe avait fait pas mal de promesses en ce qui concerne la modernisation du foot africain. Diassé Samb, vous qui travaillez et qui suivez l'actualité du foot africain, avez-vous observé des avancées concrètes pendant son premier mandat? Ah oui, ça se voit très très bien. Quand Motsepe arrive et qu'il insuffle un nouveau souffle, une dynamique économique, parce que le fait d'être un homme d'affaires richissime qui a réussi aussi dans les affaires, ça a permis aussi de diriger la COF comme une entreprise pour que les bénéfices... Alors justement, en parlant des bénéfices, augmentation des places africaines en Coupe du Monde, augmentation des dotations financières des compétitions africaines. Pour la CAN en 2023, le vainqueur a remporté 7 millions de dollars contre 5 auparavant. Quelles que soient les critiques vis-à-vis de Patrice Motsepe, quand on voit son bilan, ses réalisations, n'est-ce pas une chance pour le foot africain? Dans sa gestion, on peut dire ça, même au-delà de sa gestion, même par rapport à son image, Patrice Motsepe, c'est quelqu'un qui incarne quand même, au-delà des autres présidents qui étaient là, où il y a eu souvent des affaires de corruption, des affaires pas très claires, qui sont tous en lien avec l'argent. Motsepe, lui, il est arrivé, il n'a pas de salaire, il paye tout. Précisons que c'est un Sud-Africain qui est quand même milliardaire. Oui, qui est milliardaire. Donc, c'est pas la CAF qui va l'enrichir. Il n'a pas besoin de l'argent de la CAF. Donc, à partir de là... Mais n'est-ce pas un des meilleurs moyens de lutter contre la corruption au sein de la CAF? De nommer un milliardaire à sa tête. Vous voulez me faire dire, en fait, que la nomination de Patrice Motsepe est une bonne chose pour la CAF? Non, je pose la question, n'est-ce pas une chance pour la CAF? Ça dépend avec quelle prise on le voit. Moi, j'aurais bien aimé que sa nomination se fasse dans les règles de l'art, que ça soit avec plus de transparence, avec une élection, et qu'on puisse vraiment sentir le fait que c'est des Africains qui tiennent la CAF et qu'il n'y ait pas une homme derrière eux. Aliou Goloko, vous ne pensez pas que la présidence de Motsepe peut être une chance pour le développement du football africain? Il arrive à une bonne époque et il a fait un excellent travail, c'est indéniable. Et aussi pour être juste,
c'est l'occasion de saluer le travail titanesque qui a été fait par M. Véron Mozengo, parce que c'est lui la cheville ouvrière de cette confédération africaine de football. Constant Omari, quel regard portez-vous sur l'action et le premier bilan de Patrice Motsepe? Écoutez, le premier bilan sur le plan financier, c'est-à-dire qu'il a renfloué les caisses, quoique lors de la dernière présentation du rapport financier, je crois qu'il s'est posé un problème et le président de la commission financière n'avait pas terminé la présentation. Sur le plan organisationnel des compétitions, cela pose un sérieux problème. Et puis le Tchad aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que le Tchad qui aurait dû avoir lieu en février se retrouve au mois d'août, on l'espère, avec de gros retards dans la construction des stades. Messieurs, on arrive bientôt à la fin de cette émission. J'aimerais quand même qu'on termine avec les solutions qui pourraient permettre au football africain d'être plus autonome, d'être plus indépendant. Selon vous, quelles pourraient être les pistes pour une meilleure autonomisation de la CAF? Ignace Samb. C'est compliqué d'analyser cela. En fait, la base, ce serait déjà essayer d'avoir son indépendance avec la FIFA. Et le premier geste de Motsepe, s'il veut vraiment avoir un peu plus de crédibilité, c'est de se séparer de Véron Mozengo. Parce que ce que Véron fait, je pense qu'il y a d'autres cadres africains qui pourraient aussi le faire. Donc, la base est là. Les caisses sont remplies. Il faut maintenant s'assurer que du point organisationnel, qu'on puisse vraiment tenir toutes les promesses. C'est ça qui est le plus compliqué. Mais quand on a la base qui est les finances, je pense que le reste va suivre. Karim Baldé. Oui, parce qu'on parlait de chance, le fait, enfin, je reprends vos mots, Namori Dosso. C'était une question. Bien sûr, mais ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition majeure, oui, ça s'est développé, oui, il y a plus de revenus, il y a plus de droits télé, il y a plus de pays qui retransmettent la CAN, ça c'est très bien. Mais le reste, les compétitions de clubs par exemple, on n'a pas parlé, la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, le football féminin, ça c'est un bon point parce que ça se développe, mais il y a beaucoup d'angles morts pour l'instant en termes de développement du football en Afrique, et notamment sur les compétitions de clubs. On se souvient que la FIFA voulait lancer la Super League, ce qui a donné la Africa Football League. Pour l'instant, avec une seule édition, on ne sait pas si on aurait une deuxième. Exactement, une édition à 8 équipes, et maintenant on n'en entend plus parler. Donc les compétitions de clubs, ça va être l'une des priorités à mon avis du second mandat de Patrice Motsepe, et je pourrais rajouter également que en termes d'autonomie vis-à-vis de la FIFA, il y a une chose à faire, c'est le calendrier. Pardonnez-moi, mais on ne comprend pas le calendrier de la CAF. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de calendrier de la CAF, c'est-à-dire un calendrier sur 4-5 ans où on puisse fixer toutes les compétitions. Pas seulement la CAN des seniors, mais aussi toutes les compétitions, la CAN U20, on en parlait avec Constant Marie, le championnat d'Afrique des Nations, etc., etc. Il va falloir un calendrier clair sur 4-5 ans. Si l'UEFA le faire, la CAF peut le faire, et à ce moment-là, la FIFA, peut-être qu'elle aura moins à dire pour placer ses compétitions quand elle le souhaite. Si on réussit sur un an déjà, je pense que ça serait... Je sais bien, c'est un souhait, c'est un souhait. Enfin, on va entendre Aliou Goloko à Dakar. Selon vous, Aliou Goloko, qu'est-ce que la CAF doit faire pour être plus indépendante et plus autonome ? Il faut améliorer la gouvernance. Il faut travailler sur les infrastructures, et ça, c'est le rôle de nos États. Mais au-delà de tout, il y a une grosse amélioration au niveau du prize money. Dans les compétitions CAF, c'est beaucoup amélioré. Il y a le football féminin qui a créé sa Champions League, il y a le football scolaire, il y a de nouvelles compétitions qui arrivent. Donc, il faut améliorer notre gouvernance, il faut renforcer les infrastructures. Et je ne suis pas du tout d'accord avec Ndiassé, parce que vous ne pouvez pas sortir les enfants de la diaspora de l'Afrique. Véron est congolais. Il est né au Congo, il a grandi au Congo. Il va falloir conclure, Aliou Goloko. Il va falloir conclure. Après ses études supérieures. Constant Omari. Il faut améliorer la gouvernance. Ça, c'est la chose la plus importante. Améliorer la gouvernance signifie que il faudrait que le président de la CAF puisse confirmer. Et va-t-il continuer avec Véron Mozengo ou bien il y aura un nouveau secrétaire général? La deuxième des choses, il faut développer des relations adultes maintenant avec la FIFA. La troisième des choses, il faut dépolitiser le football africain et permettre à ce que les associations soient indépendantes dans leur fonctionnement réel. Quatrième chose, les compétitions. Il faut travailler sur les calendriers. Aujourd'hui, la CAF n'est pas en mesure de nous produire un calendrier sur 3-4 ans. Donc, je pense qu'il faudrait aujourd'hui avoir un calendrier de compétition qui puisse effectivement tenir compte de tout cela. C'est vrai, le prize money a augmenté, c'est bien, il faut continuer ce travail-là. C'est tout à fait normal parce que c'est ça l'objectif du développement du football. Merci Constant Marie, merci à tous les quatre d'avoir apporté vos regards et vos analyses sur ce débat, ce qui concerne l'autonomie et l'indépendance du football africain vis-à-vis de la FIFA.